on a deux grandes polarités dans les milieux naturels. On a le milieu forestier et on a le milieu prairial. Et l'agriculture, elle, en fait, elle bâtit sa richesse sur la prairie. Elle défriche la forêt, elle l'amène à être une prairie, et c'est sur cette prairie qu'elle construit son nouvel édifice, qui est la ferme, en fait, qui est l'organisme agricole, et qui va être agencé d'une manière anthropique pour favoriser le développement de chacun d'entre nous, quoi, avec des matières pour se nourrir, des matières pour bâtir, de l'énergie et tout le reste. Du coup, prendre en exemple le fonctionnement forestier pour construire un sol maraîcher, en fait, pour moi c'est un non-sens, en fait, parce que c'est pas du tout le milieu dans lequel je vais pouvoir installer les légumes dans la forêt, à cause de ça, en fait. Parce que je travaille sur de la litière et que le sol était au niveau de la canopée, donc je me vois mal aller planter des légumes dans les branches, greffer mes légumes sur les branches, tu vois, ça va être un peu difficile de faire ça. Et du coup, par contre, dans le système prairial, l'activité sol est ramenée à ce qu'on appelle le sol, en fait, la partie minérale, la partie terre, par le tissu racinaire des plantes herbacées et particulièrement des graminées, en fait. La graminée est la grande compagne du développement des sols agricoles, historiquement, quoi. C'est elle qui favorise la création des sols, quoi. Et du coup, le grand génie du néolithique, c'est d'avoir su sortir de la forêt, créer des clairières, et aggrader ces sols premiers par l'introduction de l'appareil digestif des animaux et particulièrement des ruminants. C'est ça le grand génie du néolithique, en fait. C'est à un moment donné, on enrichit les sols à un endroit précis, on transforme par cet enrichissement la génétique des plantes et on crée de nouvelles variétés en partant sur le patrimoine sauvage. Du coup, on a des pois plus gros, des blés plus gros parce que les sols ont été enrichis. Et on amène cet enrichissement à quelque chose de très fin, avec beaucoup de doigté, par le pâturage, en fait, par le pâturage des animaux, quoi. Et du coup, ce pâturage permet de transformer complètement les sols, ce qui fait que progressivement, en transformant les sols, on transforme les conditions pédoclimatiques du lieu et on impulse de la création variétale. Et donc le geste, c'est je transforme le milieu et je crée de nouvelles variétés. Tu vois, ça c'est le geste, à mon sens, c'est le geste de la création variétale. Et donc en fait, si je prends une plante sauvage, si je prends une plante cultivée et que je pense qu'en la remettant dans un milieu sauvage ingrat, je vais pouvoir créer une génétique qui s'adapte à ce milieu-là, en fait, ça va à l'encontre de la sélection génétique depuis le début, qui était en fait transformer les milieux, et en transformant les milieux, on a transformé l'espèce sauvage en espèce cultivée. Et du coup, les espèces... si on prend une espèce cultivée et qu'on la remet dans un milieu sauvage, on va avoir une espèce sauvage. Donc si je veux améliorer mes essences de plantes que je consomme, mes variétés, en fait il faut que j'améliore le biotope dans lequel je travaille. Ça va faire partie du geste de la transformation des lieux. D'accord. Donc du coup tu vois, pour voir le tissu racinaire, ici on va sortir une... Donc on est le 15 août. C'est un endroit qui est arrosé, puisque je suis en maraîchage. Bon, ma bêche, elle est morte. Là, le tissu racinaire donne de la résistance. Ça rentre relativement bien. C'est le reste de ce que j'ai fauché qui reste en surface, qui m'emmerde. Est-ce que la bêche va tenir jusqu'au bout? Grand suspense. Tu vois, tu entends le son. Ouais. On entend le son du déchirement de la... Tu vois, quand tu fais un profil de sol, tous les éléments sensoriels sont indispensables pour étudier l'endroit. Il faut se nourrir de ce sens, en fait. Là, donc, hop. Tu vois, donc là, quand tu es maraîcher et que tu as ça au milieu de tes légumes, tu dis, bordel de merde, fais chier ces putains de plantes, j'ai du mal à l'arracher. Mais quand tu veux mettre des légumes avant et que tu fais ça, que tu sens cette résistance, ça veut dire que madame elle est ancrée, quoi, tu vois. Là c'est un pied. La joie de la graminée, c'est le talage. Un pied il tale. C'est vraiment une plante qui cherche à occuper l'espace au maximum. L'espace sol et l'espace aérien, quoi. Donc fasciculaire et talente. Donc on peut dire talentueuse, quoi.
je pense. C'est un génie de la vie. Et donc là tu vois le sol, comment il est. Ouais, il est magnifique. Donc d'un sol qui avait été compacté, là on a les restes de l'époque où on était sur litière, tu vois, c'est un peu plus massif, avec de l'activité biologique où on a vu que les vers de terre ont descendu les matières organiques que j'avais mis, tu vois, on le retrouve ici. En fait, on se retrouve progressivement avec un endroit qui s'envahit de milliers de radicelles qui ne cessent d'excréter des sucres qui vont favoriser la formation des humus et coller toutes ces particules. Et en plus, on a des substances qui sont, tu vois, on a des substances qui sont très faciles à digérer par les plantes, vu que c'est des excrétions de plantes pour nourrir la flore microbienne du sol, quoi. Donc champignons, bactéries, protozoaires, tu vois, qui vont être alimentés par ça. Donc ça va être très facile à la destruction de cette prairie, ça va être très facile de relibérer toute cette énergie qu'on a mis dans le sol pour les plantes cultivées. Contrairement aux intrants massifs de matière organique, type le compost de déchets verts qui peut être trop dur, qui à un moment donné va libérer des minéraux parce qu'on en met en quantité importante et qui après va laisser plein de matériaux qui sont difficiles à digérer, dans lequel il va falloir passer par des phases de champignons saprophytes, de moisissures, et tous ces espaces-là de champignons saprophytes, de moisissures et tout le reste peuvent être vecteurs de maladies en fait. On n'est pas dans le monde des lactiques. Ici, il est fort probable qu'on soit plus dans le monde des lactiques. Tu vois, des ferments lactiques qui sont les ferments qu'on a dans notre intestin, quoi. Dans mon intestin, moi, j'ai pas de moisissures. Si je commence à avoir des moisissures dans mon intestin, je pense que j'habite plus trop mon corps, quoi, à mon avis. Ouais, comme tu disais, tu peux manger ta terre. Voilà, ça tu peux. Normalement, tu dois pouvoir le manger. D'ailleurs, c'est ce qui se passe malheureusement dans les périodes de famine. Les gens mangent la terre, quoi, tu vois. Mais ils mangent pas n'importe quel sol, quoi. Ils mangent la terre pour se nourrir un petit peu, tu vois. Et en vers de terre, t'as pas profusion. T'en as un peu, des petits. Ici, moi, j'ai pas beaucoup de vers de terre parce que j'ai pas une terre qui favorise la meilleure vers de terre. Le ver de terre n'est pas un indice de fertilité en soi, quoi. Il est un indice qui doit être associé avec plein d'autres indices pour pouvoir avoir un instrument de mesure. Je ne peux pas me contenter de compter le nombre de vers de terre que j'ai dans le sol pour définir si mon sol est en bon état ou pas, quoi. Parce que si j'ai un gros tas de fumier qui est rempli de vers de terre, c'est pas forcément un signe d'une belle terre, en fait. C'est une terre très carbonée, quoi. Et du coup, c'est sûr que le ver de terre, c'est un allié de la fertilité. Mais il n'est pas plus allié qu'un autre. Il n'est pas à mettre en primauté par rapport à un autre. Moi, ce que je pense, c'est que c'est le tissu racinaire de la graminée qui va être la clé de voûte d'un édifice qu'on pourrait appeler un sol vivant, quoi. Parce que là, en fait, on a les forces solaires qui pénètrent à l'intérieur du sol en profondeur en excrétant des sucres. Donc on a ce lien avec le cosmos, quoi. On a ce lien avec tout ce qui nous environne autour de nous. Donc ça, c'est mesurable. Tous les liens avec des forces plus subtiles, c'est plus difficile à mesurer parce que voilà, dans l'état de conscience qu'on a actuellement, on a plus de mal à l'appréhender. Tu vois, les forces lunaires, les forces des planètes et autres choses, c'est plus difficile à appréhender. Par contre, le lien étroit entre la production de sucre et le soleil, ça c'est une chose affirmée parce que ça, c'est la production de sucre en fait, c'est la photosynthèse. Et du coup, les 50, 40, 50, 60% de sucre excrété dans le sol par le tissu racinaire, c'est du soleil qui rentre dans le sol. Donc c'est du cosmos qui rentre dans le sol. Et ce cosmos qui rentre dans le sol, il éclaire le minéral, il l'anime, il le vivifie. Et ça, on peut le mesurer par l'organisation des particules. On a des particules qui sont plus anguleuses, qui deviennent arrondies, ça c'est le propre du vivant. Arrondir tout ce qui s'arrondit, la goutte d'eau est ronde, elle ne nous tombe pas sur la gueule carrée, quoi. Tu vois, elle nous tombe ronde. Et du coup, les sols qui s'aggradent ont tendance à faire des agrégats qui sont des formes de billes. Ça, on ne peut jamais le faire d'une manière physique. On ne peut pas le faire avec le gel et le dégel. On ne peut pas le faire avec l'hydratation et la déshydratation. On ne peut pas le faire avec les outils mécaniques. C'est impossible. La seule chose qui peut faire ça, c'est l'activité biologique du sol, quoi. C'est l'activité vivante du sol qui va aggrader. Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'une bille, en fait, quand on l'agence les unes à côté des autres, il y a du vide. Tu vois, quand tu fais une bille, tu as du vide comme ça. Et du coup, tu aères ton sol. Et ce qui permet au sol d'être actif, c'est l'atmosphère qu'il possède. C'est-à-dire que le sol est en lui-même un petit univers, en fait, dans lequel il y a une atmosphère. Cette atmosphère est légèrement différente de celle qui est au-dessus du sol, en teneur
en gaz et en qualité des gaz eux-mêmes. Ils se transforment quand ils rentrent dans le sol, ils sont tout à fait les mêmes, tu vois, quand ils rentrent dans le sol. Ouais. Et du coup, ils animent toute une force de vie à l'intérieur. Et plus l'air est présent dans le sol, plus cette vie peut exploser. Et du coup, la bille est le meilleur agencement de la matière pour permettre qu'il y ait beaucoup de sol. Okay. Et la lumière du soleil, sa chaleur, sa force vivifiante, elle rentre par le... Tu vois, elle rentre par les exuats racinaires et par le soleil, par la feuille, par la racine. Et donc là, si on creuse, tu vois, on est sur un sol qui est jeune en fait en termes de travail avec les racines. Si tu comptes, on a juste, tu vois, il reste encore du chêne-dent là, de l'époque où... Mais il est quand même vachement pris dans le tissu racinaire, tu vois. Donc ça, c'est le vestige du travail précédent, de la flore que j'avais. Mais il est quand même vachement... La partie aérienne, on la voit beaucoup moins, quoi. Elle y est un peu, mais on la voit beaucoup moins. Elle est étouffée. Et tu le vois ici, quand tu creuses, ben, effectivement, non, même pas, non. On a l'impression qu'il y a quand même encore cet horizon qu'il y avait avant, quoi. Un petit peu. C'est très pénétré de racines, mais ça a l'air de se diviser avec plus grumeleux en surface, un peu plus massif. Et après, quand je descends, en fait, à l'intérieur de mon sol, là, c'est lissé par la bêche. Tu vois, mais ça reste structuré profond, quoi, en fait. Tu te retrouves là, tu es à 25 cm à peu près. Et je pense que tu peux arriver à 30 cm et à un moment donné, on va arriver sur la zone plus minérale. Tu vois, la couleur, on le voit, beaucoup plus massif. Ah, mais ça, c'est un caillou, quoi, donc forcément, c'est beaucoup plus massif, quoi. C'est carrément de la pierre, quoi. Tu vois, ça reste structuré assez profond, quoi. Tu peux descendre encore, on peut descendre encore vachement loin, quoi.